الصور التي سربها قيصر وهزت العالم نسيت الآن. قوائم المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب ينشرها النظام الآن وبكل وقاحة. هل مات ضمير الإنسانية؟ جرانس، أنت الاستثناء. أسعد الله أوقاتكم أيها الأصدقاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من المنعطف على شاشة تلفزيون سوريا. حلقة اليوم من المنعطف حزينة وصادمة ومؤلمة كحال السوريين. في الفترة الماضية صدم العالم أجمع بالصور التي سربها قيصر عن المعتقلين الذين قضوا في سجون النظام. الآن النظام هو من ينشر قوائم المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب في سجونه، والعالم لا يتحرك أبداً. ضيفتنا في هذه الحلقة الصحفية الفرنسية جرانس لوكين، التي كانت في قلب آلة الموت السورية، غاصت لمدة 6 سنوات، فألفت كتاب عملية قيصر، وأيضا صنعت فيلما وثائقيا. يسرنا أن نستضيف جرانس لوكين. أهلا وسهلا بك جرانس. مرحبا بك جرانس. أول شيء رغم مأساوية الكتاب إلا أنه لابد أن نقول لك مبروك إصدار الطبعة العربية من هذا الكتاب. J'ai envie de dire, c'est compliqué de recevoir des remerciements. Je pense que c'est aux Syriens qu'il faut donner ces remerciements, c'est à César. Mais c'est vrai que le fait que le livre soit traduit en arabe, c'est quelque chose de très important pour moi. Il a déjà été traduit en anglais, dans différentes langues européennes. Mais la traduction en arabe, c'est quelque chose de très très important, oui. تأخر صدور الطبعة العربية قليلاً. Alors ce livre est sorti en France en octobre 2015 et c'est vrai qu'il sort que maintenant en langue arabe. Ça a pris du temps. Je pense que le centre Harmoun a eu le courage de le faire. Tout le monde n'a pas forcément eu le courage de traduire ce livre parce que ce livre raconte les crimes du régime syrien de Bachar el-Assad. Donc ça explique peut-être les raisons de ce retard. Ce n'était pas si simple en fait de traduire ce livre-là dans le monde arabe, dans la langue arabe. ما الذي دفعك إلى الغوص في الحالة السورية؟ يعني أنت زرتي سوريا 6 مرات، وأيضا كتبتي هذا الكتاب وألفتي صنعتي فيلما وثائقيا. ما الذي دفعك إلى البحث عن سيزار، وهو شخصية حتى عندما ظهر في الكونغرس الأمريكي كانت هناك احتياطات أمنية كبيرة، لم تظهر صورته. ما الذي دفعك إلى ذلك، وكيف وصلت إلى سيزار، إلى قيصر؟ Alors, pareil, c'est compliqué de savoir pourquoi on fait quelque chose. Si on commence à réfléchir sur les raisons de nos actions, on ne les fait pas, on n'y va pas. Je crois que je connaissais la Syrie avant la révolution. La Syrie a toujours été quelque part dans ma tête parce que j'y suis allée avant. J'ai aimé la finesse des gens, l'intelligence des gens que j'ai rencontrés. Il y avait quelque chose de particulier qui remonte aussi à mon père qui avait des amis syriens. Et puis tout ça est parti un peu, j'ai oublié. Et quand la révolution a démarré, j'ai voulu y retourner. Et quand j'y suis retournée, j'ai vu ce qui se passait pendant la guerre, quand la révolution s'est militarisée, quand le régime a commencé à bombarder de plus en plus les quartiers, notamment dans le nord. J'ai vu ce qui se passait au-dessus de la terre, c'est-à-dire les bombardements, les barils. Et avec les photos de César, j'ai voulu aller voir ce qui se passait en dessous. Ce qu'on n'entendait pas en fait. Puisque nous, journalistes, ou les médias, ou le monde entier, on avait des images de ce qui se passait au-dessus, des destructions, mais on n'entendait pas la voix des détenus, qui hurlent en fait, qui hurlent dans leur prison. Et moi, je voulais aller les écouter en fait, et essayer de sortir la voix de ces détenus pour la donner au monde. Et c'est ce qu'a voulu faire César. En fait, César, c'est ce qu'il a voulu faire avec ses photos, montrer ce qui se passait en dessous, ce qu'on ne voyait pas, ce qui était caché par le régime. أنت كصحفية جارينس سعيتي وراء مقابلة قيصر وحصلت عليها. الكثير من الصحفيين يتمنون ذلك ولا يحصلون على ذلك. لماذا أنت Alors il faut demander ça à César.
Pourquoi moi? C'est compliqué aussi de répondre. Je suis désolée, parfois je n'ai pas de réponse forcément très précise. Je pense que c'était le bon moment pour lui, c'était le bon moment pour moi. Et quand je l'ai cherché, je ne savais pas qu'autant de journalistes le cherchaient aussi. Si je l'avais su, peut-être que je ne l'aurais pas cherché, j'aurais baissé les bras. Il se trouve que pour essayer d'avoir César, de le rencontrer, j'ai fait traduire mes articles en arabe pour que les gens qui étaient autour de lui et qui me permettraient de le rencontrer puissent lire mon travail. Et quelque chose peut-être a joué, et que juste avant de me lancer dans ce livre, je suis allée à Alep. J'ai vu les barils, et à Alep, il y a une morgue, il y avait une morgue dans une ancienne école de filles. Et dans cette morgue, vous aviez des photos en fait de civils morts, dont les corps n'avaient pas été réclamés par les familles, parce que les familles avaient quitté le pays ou parce que les familles étaient de l'autre côté de la ville et qu'elles ne pouvaient pas traverser les quartiers pour venir chercher leurs corps. Et j'ai vu des photos de gens, parfois de pieds, qu'on avait retrouvés parce que les corps avaient été déchiquetés par les barils. Et ces photos m'ont beaucoup marquée, parce que ces gens-là étaient enterrés dans des tombes avec des numéros. Et j'ai compris à ce moment-là que le régime essayait d'enterrer la mémoire des Syriens, que le régime essayait de faire disparaître la société civile qui refusait la dictature. Et j'ai fait un article expliquant un peu ça. Et l'article, je l'ai fait traduire, et les gens qui étaient dans le groupe de César ont lu cet article-là. Peut-être que ça leur a fait comprendre que je ne cherchais pas César pour avoir un scoop. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. De faire parler César, pour moi, ce n'était pas un scoop. C'était d'essayer de rentrer dans le système syrien, et qu'il y aurait la parole de César dans ce livre, mais pas que la parole de César. Parce que César tout seul, pour moi, ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il y ait César, et il fallait qu'il y ait les détenus aussi. C'était comme un puzzle, en fait. Et le livre a été construit comme un puzzle. Vous aviez le témoignage de César, mais le témoignage des détenus, et l'histoire aussi de certaines personnes, dans les années 70, 80, revenir à Hama en 82. Et en fait, je pense que les gens autour de César ont compris que je ne partais pas sur un scoop, mais que je partais sur essayer de comprendre comment on en est arrivé là en Syrie. Et voilà, donc je pense que c'est peut-être ça qui a fait que César a accepté. Que les gens qui ont servi d'intermédiaire ont été convaincus, et ensuite il y a eu Samy, le très grand ami de César, qui lui m'a vraiment ouvert les portes de César. Et je pense qu'il a compris qui j'étais et ce que je voulais faire. Mais après, c'est toujours difficile de savoir pourquoi moi et pas un autre. Je pense que c'était peut-être aussi le bon moment pour César de parler. Voilà, les choses se font comme ça aussi. Je pense qu'on s'est compris, enfin, il a compris qui j'étais, et voilà. كم مرة التقيتي سيزار وأين وكيف وجدتيه كشخص؟ Alors, je ne me souviens plus combien de fois je l'ai vu, parce que je l'ai vu beaucoup de fois. Enfin, voilà, la première fois, en fait, je l'ai entendu par Skype. Et en fait, je le cherchais. Et la première fois que j'ai entendu sa voix, j'ai été très émue, effectivement. Et la première fois que je l'ai vu, c'était quelqu'un qui était sur la réserve, qui attendait mes questions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Samy, donc, qui est le meilleur ami de César, c'est vraiment lui qui a fait ce travail de collecte de preuves avec César, qui m'a ouvert les portes, m'avait dit attention, ne pose pas trop de questions à César parce qu'il va prendre ça pour un interrogatoire. Donc quand j'ai vu la première fois César, je n'avais pas de questions. Et quand on est journaliste, c'est compliqué de ne pas avoir de questions. Mais j'avais compris qu'il ne fallait pas que je l'interroge. Et donc on se dit bonjour, on s'installe autour d'une table, et il me dit quelles questions vous avez ? Et je n'avais pas de questions. Je lui dis, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Et il me dit, non, posez vos questions. Et je me suis retrouvée un peu comme une imbécile parce que je n'avais pas de questions. Donc très vite, comme je suis journaliste, les questions sont arrivées et j'ai commencé à lui poser des questions. Il m'a répondu et je lui demandais, ah bon, c'était quand et c'était où ? Et j'allais de plus en plus loin dans mes questions. Et il me regarde, il me dit, mais tu fais un interrogatoire ? Et là, je me suis dit qu'il allait se refermer parce qu'il a eu peur que je pose trop de questions. Mais les choses, en fait, se sont passées. Il a compris ce que je cherchais. Et je sais que pour le livre, on s'est parlé à plus de 40 heures. En combien de fois, je ne peux pas vous dire, parce qu'après, ça a continué, donc plusieurs fois, oui. Mais pour le livre, j'ai 40 heures d'entretien avec lui. لكن هل هناك صور أخرى لم تنشر بوسائل الإعلام وشاهدتها على
كمبيوتر سيزار؟ Oui, parce qu'en fait, on ne va pas donner 28 000 photos aux médias, enfin ça n'a pas de sens. Donc certaines photos sont sorties dans les médias, pas toutes, et moi j'ai eu accès à d'autres, voilà, comme d'autres personnes. Elle ne sait pas qu'elles sont cachées, c'est que c'est compliqué aussi de délivrer des photos, ce sont quand même des hommes qui sont sur ces photos-là. Donc déjà le fait qu'elles passent dans les médias, c'est compliqué aussi pour les familles, c'est pas quelque chose de facile à faire. Donc oui, j'ai eu accès à des photos, mais pas parce qu'elles sont cachées. Parce que les médias n'ont pas besoin d'avoir 28 000 photos. هل شككت للحظة أن هذه الصور قد تكون ليست صحيحة، ليست دقيقة، موظفة في سياق ما؟ أريد الإجابة لكن بعد الفاصل إن سمحتي. أهلا بكم من جديد. جرانس، هل شككتي بلحظة ما بما تقومين بفعله؟ Bien sûr que j'ai douté, mais pas juste comme journaliste, comme citoyenne. Mais on doute parce que ces photos ne sont pas croyables. Elles sont inimaginables, ces photos. Elles ne peuvent, enfin, quand on les regarde, on ne peut pas croire qu'elles existent. Parce elles sont inhumaines. Donc forcément, vous doutez en tant que journaliste, en tant que citoyenne. Mais très vite, moi, en tant que journaliste, je ne me suis pas arrêtée aux photos, mais effectivement, quand j'ai interviewé César, ça a duré longtemps, je lui ai posé des questions, j'ai essayé de comprendre ce qu'il faisait, j'ai essayé de confirmer son travail avec d'autres sources, et puis ensuite j'avais le témoignage des détenus, mais je ne suis pas arrivée non plus, et ça faut le dire, c'est important, je ne suis pas arrivée vierge ou nue sur ce dossier. Avant moi, mais il y avait tous les rapports des organisations de droits de l'homme syriennes. Les Syriens ont travaillé depuis le début de la révolution. Les Syriens ont fait un travail incroyable sur les crimes. Donc moi, je ne suis pas arrivée... Enfin, c'est là aussi où il faut reconnaître tout ça aux Syriens. C'est-à-dire que moi, j'arrive parce qu'il y a tout le travail des Syriens avant. Il y a tous les rapports des droits de l'homme. Il y a déjà des témoignages de gens qui sont sortis des centres de détention, qui ont raconté leurs conditions de détention. Donc j'arrive avec toutes ces informations-là. Et quand vous travaillez avec le travail des Syriens, quand vous voyez ce qu'ils ont récolté comme preuve, et que vous rencontrez César ensuite, vous voyez les photos que vous rencontrez César, vous faites le lien entre tout ça. Et ensuite, moi, je suis allée voir les survivants. Donc c'est ça le puzzle. Les choses se mettent en place. Donc c'est pas comme si... c'est ça aussi. Alors je sais que le livre, il est important, mais le livre n'aurait jamais existé sans les Syriens avant. Voilà, moi je ne suis pas toute seule en fait, c'est moi qui écris le livre. Mais le livre ne peut exister que parce qu'il y a eu le travail des Syriens qui ont collecté des preuves depuis le début de la Révolution et même avant la Révolution. تتحدثين في الكتاب عن رفع دعاوى نتيجة صور قيصر في فرنسا. عبيدة الدباغ في باريس يتحدث عن اختفاء أخيه وابن أخيه في دمشق، مازن وياسر الدباغ، وأيضا سيدة تعرفت على جثة أخيها في إسبانيا، أليس كذلك؟ الآن تشكل يعني مجموعة باسم عائلات قيصر. هذه أحد ربما الأدلة التي جعلك يعني تكملين البازل، أليس كذلك؟ Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe au niveau de la justice, c'est vraiment la conséquence du dossier César. Le dossier César, aujourd'hui, on s'aperçoit, il est au cœur des plaintes en Europe. Vous avez des plaintes en Allemagne, en Espagne, en France. Il y a des Syriens qui ont osé porter plainte. Quand on parle de courage, il est là le courage. Il n'est pas avec moi quand on parlait de courage. Il est avec ces Syriens qui portent plainte, qui osent porter plainte alors que parfois, ces gens-là ont encore de la famille à l'intérieur de la Syrie et que c'est très dangereux pour eux, pour leur famille restée en Syrie, de porter plainte. Ces familles peuvent porter plainte parce qu'il y a le dossier César et parce qu'il y a d'autres aussi documents qui prouvent les crimes du régime. Mais c'est vrai que le dossier César est au cœur de cette grande machine judiciaire qui s'est mise en route il y a quelques années en Europe, et c'est très important. Et c'est pour ça que le travail continue autour du dossier César. لكن أنت أيضا بالمقابل تتحدثين عن خيبة أمل حتى عند سيزار، أنه روم وصوله إلى البيت الأبيض، روم هو لم يقابل أوباما إنما وصوله إلى الكونغرس، ورغم وصوله إلى الصحافة العالمية لكن لم يجد يعني النتيجة المرجوة من فعلته، وهو تهريب هذه الصور الذي كان يمكن أن تعرضه للموت هو وكل عائلته.
Alors c'est vrai que, en fait, on balance César et tous ceux qui travaillent pour la justice syrienne entre des moments de désespérance, des moments de dépression et des moments d'espoir. Et c'est parce qu'on a ces petits moments d'espoir qu'on continue à avancer et à faire ce qu'on a à faire. Mais l'état d'esprit monte et descend tout le temps. Parce que c'est vrai que c'est dur. Je veux dire, les photos de César sont sorties en janvier 2014. On est à l'été 2018, donc il y a 4 ans et demi. 4 ans et demi, c'est incroyable, quoi. Et il y a eu la première plainte contre Jamil Hassan, donc le patron des Jaouis, et la plainte a été émise début juin en Allemagne, mais ça fait 4 ans et demi, c'est inimaginable ce temps-là. Il s'explique pour différentes raisons politiques, etc. Mais donc, c'est vrai que tous ceux qui travaillent sur le dossier syrien, au niveau de la justice, passent par des moments de désespoir total, comme a pu le vivre César, et puis des moments d'espoir où ça donne en fait de l'énergie pour continuer à avancer. تقولين في الكتاب أن قيصر قال لك عندما كنت أشاهد الصور كانت تحدثني. بماذا كانت تحدثه؟ هل قال لك؟ Parce qu'en fait, quand César et son équipe devaient prendre les photos des détenus dans le Moustachfa Sotomia Wahed à Damas, les cadavres étaient par terre, donc ils devaient faire leur travail, prendre des photos sans pouvoir s'arrêter en fait. Et l'appareil photo faisait comme un écran entre eux et les corps. Donc ils faisaient ça. Ensuite, les photos étaient ramenées dans le bureau, au Shorta al-Askaria, à la police militaire, et les photos étaient archivées. Et du coup, les photos ensuite étaient sur un ordinateur. Et là, c'est comme si les gens sur la photo n'étaient plus des cadavres, mais redevenaient des êtres humains. Et comme si, en fait, il disait à César, rends-nous justice. C'est ce que j'ai compris, moi, de la part de César. Comme si ces gens-là demandaient à César de faire entendre leur voix, de faire sortir leur voix, ce que je disais aussi au début, sous terre, la voix qui était dans l'ombre, et de porter la voix au niveau mondial. وبعض الصور يعني كانت لأشخاص يعرفهم سيزار شخصياً. Oui, il y a notamment une personne en fait qui est décédée et César a traité à un moment sa photo, mais il ne l'a pas reconnue. Il l'a su plus tard parce que quelqu'un de la famille lui a demandé des nouvelles et en fait il s'est aperçu que la photo avait été archivée au sein de la police militaire, mais César ne l'avait pas reconnue tellement il avait été battu, torturé, abîmé et César ne l'avait pas reconnue. هل ما زلت تتواصلين معه؟ Oui, enfin, comme d'autres, oui. هل سألته عن قوائم التي ينشرها الآن النظام بأسماء المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب؟ Non, je ne lui ai pas demandé pour ça. كيف ترين الأمر؟ يعني الآن هذه الصور كما قلنا في المقدمة كانت صادمة جدا للسوريين وللعالم أجمع. الآن النظام هو من يبادر بكل صفاقة ويقول هؤلاء قضوا تحت التعذيب، تفضلوا هذه شهادة وفاتهم. En fait, le régime ne dit pas que ces gens-là sont morts sous la torture. Il dit qu'ils sont morts d'un arrêt cardiaque ou d'un arrêt respiratoire. C'est ce qu'ils disent aux familles, je crois. Je pense que ça montre à quel point le régime sent qu'il y a une impunité et qu'il ne sera pas jugé. Et je pense qu'aujourd'hui, le régime a récupéré la Ghouta, il a récupéré Daraa, il va vers Konetra, il va certainement bombarder Idlib, peut-être récupérer Idlib, sauf s'il laisse Idlib aux Turcs. Le régime se sent à nouveau très fort, se sent le vainqueur, et c'est une façon de dire, voilà, moi je suis le régime, je peux faire ce que je veux. Maintenant, je vous dis que vos proches sont morts. Voilà, je crois qu'il a sorti 6 000 ou 7 000 noms, je ne me souviens pas exactement. Il y a des noms qui sortent régulièrement. C'est une façon, c'est comme s'il voulait terminer un chapitre pour en ouvrir un autre. Il est vainqueur, pour lui, il est vainqueur. Et voilà, et je suis là, je suis le régime, ça marche comme ça dans mon pays, que vous le vouliez ou non. Et c'est terrible, mais ça marche. Personne n'est offusqué de ces listes de gens qui ont été annoncés, tous ces noms qui sortent en ce moment. Qui a bougé? Quel pays a bougé? La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis? Personne n'a rien dit. Les familles apprennent la mort de leurs proches, qui sont morts par certains en 2013, 2012, mais personne ne bouge. Donc, Bachar al-Assad,
il peut faire ce qu'il veut, en fait. Et ça montre à quel point il a ce sentiment d'impunité. Mais il ne s'en sortira pas. Il y aura un jour, la justice le rattrapera. Mais je pense qu'il se sent à nouveau le plus fort. كيف يفهم الرأي العام الغربي مثلا في فرنسا؟ كيف يفهم الرأي العام الغربي الأمور الآن في سوريا؟ هل مثل هذه الخطوة عن نشر أسماء المعتقلين الذين قضوا في السجون السورية يعني يعيد ما كان يراه الغرب في 2011 و2012 تجاه بشار الأسد مجرم، أن الآن هناك تعويم لصورة بشار الأسد على أنه محارب الإرهاب؟ Je crois que pour l'opinion occidentale, c'est compliqué ce qui se passe en Syrie. Alors, puis l'opinion, vous avez, dans une opinion, vous avez énormément de groupes. Il y a ceux, évidemment, qui suivent la Syrie, qui comprennent ce qui se passe. Et puis, il y a les autres. Les autres, aujourd'hui, sont peu au courant de ces listes de détenus, parce qu'il y a eu peu de papiers, en fait, dessus. Il y a eu peu d'articles écrits dessus. Et puis, pour beaucoup de personnes qui ne savent pas trop ce qui se passe en détail pour la Syrie, ce qui se passe en Syrie, c'est là où le régime a réussi quelque chose de très fort. Le régime a réussi à faire disparaître les Syriens, les humains, les civils, les individus. Et il a réussi à imposer au monde occidental une vision géopolitique du conflit. C'est-à-dire qu'il a dit c'est moi ou le chaos, c'est moi ou Daesh. Et donc il faut que ce soit moi. Et comme les opinions occidentales, en France ou dans d'autres pays européens, ont été victimes d'attentats de Daesh. Forcément, pour eux, l'ennemi, c'est Daesh et c'est pas Bachar el-Assad. Donc après, quand vous venez avec des photos de détenus torturés à mort, des photos qui sont insoutenables, c'est très compliqué d'essayer d'expliquer aux gens, attendez, mais le plus grand criminel, c'est le régime, ce n'est pas Daesh. Quand on fait le décompte des morts, 8 civils sur 10 sont tués par le régime et pas par Daesh ou par les groupes armés rebelles. Mais ça, c'est pas forcément facile à comprendre. Et ceux qui le comprennent, au bout d'un moment, ça ne change pas. Ça fait 7 ans que ça dure. Donc, à un moment, les gens ne peuvent plus recevoir cette information-là. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'informations lancées sur la Syrie, tellement d'images, tellement de sang, tellement de tortures, tellement de massacres, qu'à un moment, les gens ne peuvent plus recevoir. Et c'est comme s'ils se ferment parce qu'ils ne veulent plus entendre et que eux, ils ont peur de Daesh. Donc en fait, il y a pas mal d'explications qui permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler une opinion publique a du mal à se sentir solidaire des Syriens. Même si quand vous parlez avec les gens face à face ou dans des petits groupes, ils entendent, ils comprennent que le plus grand criminel est le régime et non pas Daesh. Et que la majorité des crimes sont commis par le régime. Mais c'est pas quelque chose de... C'est facile de détourner le regard aussi. Vous savez, quand vous voyez les photos de César, moi, il m'est arrivé, avant que le livre sorte, je voulais qu'il y ait une exposition des photos de César, et j'ai montré des photos de César à des personnes. Et quand elles ouvraient l'enveloppe, elles sortaient la photo et elles la remettaient. Parce que vous ne pouvez pas les voir. Pour beaucoup de gens, elles ne sont pas... Elles sont en couleur. Vous savez, quand vous regardez les photos de l'Holocauste, des gens qui sont morts dans les camps de concentration, dont les corps parfois ressemblent aux corps qu'on voit dans les photos de César, 35 kilos, totalement amaigris. Les photos sont en noir et blanc. Les photos sont des photos d'histoire. Elles sont vieilles, ces photos. Les photos de César, elles sont d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous regardez une photo de César, et quand on se parle là, et quand les gens vont regarder l'émission, il y a quelqu'un qui meurt en ce moment, peut-être dans la branche 215, peut-être dans la branche 248, peut-être chez les Javouillés, là, au moment où on se parle, les gens meurent. Nous, on peut l'entendre, on peut frissonner, mais c'est compliqué de demander à une opinion publique, parfois, de regarder la photo, parce qu'elle est en couleur, quoi. C'est aujourd'hui, ça se passe, les gens meurent là maintenant quand on se parle, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué aussi. On peut râler contre l'opinion publique. Moi, je suis la première à parfois m'énerver contre les gens qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas voir. Mais c'est compliqué aussi de leur imposer de voir. Ce qui se passe en Syrie, pour moi, c'est quelque chose
il y a un basculement dans le monde, il y a un basculement dans l'humanité. De laisser faire ce qui se passe en Syrie fait que le monde ne sera plus pareil. Il y a un basculement, il y a un point de rupture dans notre histoire. Mais c'est pas facile forcément d'imposer ça, j'ai envie de dire, à des simples gens. Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens en France qui se mobilisent, il y a des associations qui font un travail incroyable, qui reçoivent des réfugiés, qui essayent de mobiliser, qui font des manifestations. Mais c'est pas facile pour une opinion publique. En revanche, on peut être beaucoup plus critique et on peut accuser les hommes politiques et les gouvernements. Là, je suis d'accord. لكن الحكومات تكون عادة مدفوعة بمصالحها، وهذه المصالح الآن تروج لإعادة تأهيل بشار الأسد للأسف. أود أن أسمع منك التعليق لكن بعد الفاصل إن سمحتي. أهلا بكم من جديد. جرانس تقول عن الكتاب: هذا الكتاب هو قصة الهمجية اليومية التي يفرضها نظام الأسد على السوريين، إنها قصتهم. تقول: كان النظام يقتل مواطنيه كالجرذان وما زال مستمرا في ذلك. صحيح؟ Oui, je pense que pour le régime, les Syriens n'existent pas. L'homme n'existe pas. Il dirige le pays comme si les gens étaient des sujets. Le régime a tous les pouvoirs et le civil, l'être humain n'existe pas pour le régime, je pense, oui. Et on le voit avec ces photos. Ces photos, en fait, ces photos montrent ce qui se passe à l'intérieur du régime et montrent comment fonctionne le régime, même si il n'y a que des cadavres avec des numéros. En fait, le fait qu'il y ait des numéros, pas n'importe quel numéro, hein, on a le numéro du détenu, le numéro de la branche du centre de détention, le numéro du médecin légiste, mais tout ça montre en fait d'abord qui est le bourreau, parce qu'on a le nom, on a le numéro de la branche des services de sécurité dans lequel était détenue la personne, et puis on n'a que des numéros, ça montre comment fonctionne le régime, comment le régime archive sa documentation, et comment le régime considère les gens comme des numéros. Vraiment, ces photos reflètent le fonctionnement du régime. لكن إذا كان النظام يعتبر مواطنيه كالجرذان، فأيضا الحكومات الغربية، يعني نحن نشعر كسوريين أن الحكومات الغربية تنافق بشار الأسد، يعني هي أيضا تنظر للسوريين كجرذان ليس أكثر ولا أقل. Je pense qu'il y a quelque chose de ça, effectivement, même si on ne peut pas comparer les gouvernements occidentaux avec le régime de Bachar el-Assad, évidemment. Ce ne sont pas des dictatures, ce sont des démocraties, imparfaites parfois, mais ce sont quand même des démocraties où on peut dire ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que la révolution syrienne, c'est là où je parle aussi de basculement dans le monde, basculement dans notre histoire mondiale. Les Syriens ne se sont pas juste révoltés contre le régime, contre la dictature. En fait, la façon dont les Syriens se révoltent, quelque part, ils se révoltent aussi contre l'ordre mondial. Et on le voit avec ce qui se passe au niveau de la justice. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Syriens veulent réclamer justice. Ils ne peuvent pas auprès de la Cour pénale internationale. Pourquoi on ne peut pas faire de plainte contre le régime auprès de la Cour pénale internationale? Parce qu'en fait, pour que la Cour pénale internationale soit saisie d'une plainte, il faut que le Conseil de sécurité de l'ONU vote une résolution pour demander à la Cour pénale internationale d'enclencher une plainte contre le régime syrien. Et au sein du Conseil de sécurité, il y a la Russie, qui est l'allié de Bachar el-Assad, donc elle oppose un veto. Le fait qu'il n'y ait pas de justice internationale possible pour les Syriens montre que l'ordre mondial ne fonctionne pas. Donc en fait, les Syriens qui sont partis de Deir ez-Zor, de Daraa, de Damas, de Hama, Homs, pour se révolter contre le régime syrien à Damas, en fait, au bout de 7 ans, on s'aperçoit aussi que cette révolution se manifeste ou s'oppose à l'ordre mondial, puisque l'ordre mondial, c'est l'ordre des puissants. Et les puissants, aujourd'hui, empêchent qu'il y ait une plainte au niveau de la Cour pénale internationale contre le régime criminel. Donc, quelque part, il y a de ça, effectivement. C'est comme si l'ordre mondial, comme si le Conseil de sécurité ne tenait pas compte des êtres humains syriens. Donc effectivement, quand vous dites qu'il y a une sorte de parallèle entre le fait que le régime syrien considère les Syriens comme des sujets, pas comme des individus, et que c'est un peu la même chose du côté des politiques européens,
il y a un peu de ça effectivement. Même si Macron vous dirait que notre ennemi c'est Daesh et l'ennemi de Bachar el-Assad, ce sont les Syriens, ou les Syriens, leur ennemi c'est Bachar el-Assad. Mais en fait, ça veut donc dire qu'on vit dans des États séparés, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien sûr que ce sont des États séparés, mais on est sur la même terre et c'est la même humanité. Et c'est là où c'est compliqué de gérer ça. Mais ce qui se passe en Syrie, on ne peut pas nous fermer les yeux. Alors bien sûr qu'il y a des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts financiers, il y a une géopolitique, mais je pense que la révolution syrienne, elle met à mal tout ça. Elle tanguer, elle fait bouger l'ordre mondial et pas juste le régime syrien. C'est aussi pour ça que je pense qu'on a du mal à permettre aux Syriens de trouver justice, ou on a du mal à entendre, ou on a du mal à continuer à soutenir les Syriens. Parce qu'en fait, ce qui se passe en Syrie, ça nous interroge. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit les photos, elles sont en couleur. Comment on peut accepter ça? Et quand on voit qu'on accepte ça, c'est là où on tombe en dépression, c'est là où on se demande ce qu'on fait sur cette terre et on se demande ce qu'on fait ici et pourquoi il y a toujours ces crimes. Donc de pousser ça et de refuser de voir, c'est plus facile en fait pour beaucoup de personnes. Et moi, j'ai pas forcément envie de juger ces personnes qui refusent de voir. Je peux juger les gouvernants, effectivement, qui refusent d'aider ou qui, pour des intérêts géopolitiques, refusent ou alors se mettent à négocier avec la Russie pour apporter de l'aide humanitaire à la Ghouta, en utilisant un avion russe, en sachant très bien que l'aide certainement humanitaire envoyée par la France, parce que là je parle de la France, combien de ces tonnes d'aide humanitaire vont vraiment arriver aux civils syriens dans la Ghouta? On ne sait pas, parce que le régime va se servir évidemment. Donc là, effectivement, là je peux accuser le gouvernement français. Mais au niveau de l'opinion publique, c'est plus compliqué. أيضا أنت تقومين بعقد مقارنة في هذا الكتاب بما تسمينه الحياة الموازية، ولا سيما في المدرسة الفرنسية قرب مشفى 601. يعني مشفى 601 حيث التقط سيزار الصور، والمدرسة الفرنسية بقرب المشفى. تعملين مقارنة، وأيضا كيف نظم جيريوم لوسان رحلة للتلاميذ، وكيف زار أعضاء برلمان النظام السوري والتقوا بشار الأسد. صحيح؟ C'est vrai que c'est extrêmement choquant quand c'est un ami qui est décédé maintenant, Vladimir Glassman, qui avait travaillé à Damas et qui était vraiment quelqu'un très, très proche des Syriens, qui étudiait la Syrie, qui m'a fait prendre conscience que l'hôpital 601 était à 50 mètres du lycée français. Et quand j'ai découvert ça, je ne revenais pas, quoi. Et plus tard, j'ai appris qu'effectivement, il y avait des odeurs. Des gens sentaient les odeurs dans le quartier. Donc des odeurs des cadavres qui étaient entreposés dans les hangars. Et c'est quelque chose pareil, c'est inimaginable. Alors, bien sûr que les parlementaires, quand ils sont allés au lycée français ou quand ils sont allés voir Bachar el-Assad, ils ne savaient pas ce qui se passait dans l'hôpital 601. J'en suis pratiquement sûre. Ils ne savaient pas parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ne lisent pas dessus, quoi. Mais pour nous, en tant que citoyens, moi, en tant que citoyenne ou journaliste, c'est inadmissible. Et oui, c'est inadmissible. أود أن أسألك يعني أيضا عن زياراتك المتعددة لسوريا 6 مرات. Oui, je crois. 5 ou 6 fois, je ne me souviens plus. قبل الثورة وبعدها؟ Non, j'y suis allée 3 fois avant la Révolution. Et après le début de la Révolution, 1 fois à Damas et 4 fois dans le Nord. Voilà, 5 fois après le début de la Révolution. دخلت إلى دمشق باسم مستعار وشاهدت المظاهرات وشاركت بها، قلت لي في برزة وغيرها من المناطق، أليس كذلك؟ Oui, alors c'est une histoire un peu particulière. J'ai réussi effectivement à obtenir un passeport où il n'y avait pas le nom de Le Ken dessus. Un vrai passeport, mais où le nom de Le Ken n'apparaissait pas. Parce qu'une dame, dans une administration française, a accepté. Je lui ai dit pourquoi. Hein. Je lui ai dit que je voulais aller à Damas en tant que touriste et qu'il ne fallait pas que le nom de Le Ken soit sur le passeport. Et elle a accepté en me disant, quand vous revenez, vous me le donnez parce qu'il faut que je le déchire. Cette femme, je l'ai rencontrée 2 fois. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Donc effectivement, du coup, je suis allée à Damas en passant par Beyrouth, en prenant un taxi, en tant que touriste.
J'ai eu un guide touristique pendant une journée et demie à Damas, c'était en janvier 2012. Mais dès le soir, en fait, j'étais à Berzé pour suivre une manifestation où il y avait 300 à 400 personnes. Et le lendemain ou le surlendemain, j'étais à Midan, où là, il y avait une manifestation, mais elle a duré 2 minutes avant qu'il y ait des tirs des forces de sécurité. Et en fait, je voulais voir ce qui se passait à Damas. Je voulais savoir si les gens bougeaient ou pas, concrètement ce qui se passait, quoi. Donc je suis restée avec ce passeport en tant que touriste, avec ce faux nom, et puis je suis rentrée ensuite en France. C'était mon premier voyage pendant la révolution en Syrie, oui. أيضا زرت حلب في صيف 2014 وقلت أنه قد سقطت 3 قنابل على بعد 200 متر منك وتوفي شاب كان يرافقكم وكان يفترض أن تواصلوا الرحلة معه. يعني عشت مخاطر أثناء الثورة السورية، أليس كذلك؟ Alors, pareil, dur. Oui et non. Enfin, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez parfois un peu peur, mais vous devez faire les choses, donc vous les faites, quoi. La mort de Hamza, effectivement. Hamza, c'était quelqu'un qu'on devait suivre avec Loranger. J'étais avec la photographe Loranger à Alep, donc à l'été 2014. Et on devait suivre Hamza parce il faisait du pain et la boulangerie était enterrée justement pour ne pas être abîmée par les barils ou les bombardements. Et il devait distribuer du pain aux orphelins. Et en fait, ce jour-là, on dormait au-dessus de la boulangerie à Al-Shar, dans ce quartier-là. Et en fait, il y a eu 3 bombes en l'espace de 2 heures. Une première bombe à 7h30. On y est allé avec Laurence, enfin des barils. On y est allé, on a essayé de voir ce qui se passait. Après, une deuxième bombe est arrivée une demi-heure après. Où là, elle a explosé effectivement à 50 mètres. Et puis, je crois, 1 heure après, une 3e bombe a visé les hôpitaux où les blessés venaient d'être envoyés. Donc, c'était vraiment bien pensé de la part du régime. Et c'est vrai que Hamza est mort il est mort à l'hôpital parce qu'il était parti à l'hôpital pour aider les médecins qui soignaient les blessés des deux premières bombes. Voilà, et c'est vrai que la mort de Hamza a été dure. On a suivi son enterrement. Et sa famille, qui vivait dans l'autre partie du régime, tenue par l'autre partie d'Alep, tenue par le régime, avait dû faire un énorme détour pour assister à l'enterrement de Hamza. Et Hamza, c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais. Ouais. C'était quelqu'un qui devait venir en France, d'ailleurs, quelques semaines après, pour suivre des études, pour se réfugier en France et suivre des études. Et il a été tué par un bombardement du régime parce qu'il aidait les médecins dans un hôpital. Et il n'était pas terroriste. Et il ne portait pas les armes. طيب اسمحي لي توقف مع فاصل ونعود لمتابعة هذا الحوار. فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. جرانس، عندما رأيت صور الضحايا في المشرحة في حلب قارنت بين هذه الصور وصور الكمبوديين الذين قضوا تحت أو على يد الخمير الحمر، وقلت أن هذه الصور موجودة الآن في سنوية في كمبوديا وتحولت إلى متحف. وهذا يحيل إلى سؤال حول موضوع الذاكرة والعدالة التي يجب أن تتحقق كي يتم الانتقال الاجتماعي السليم في سوريا، أليس كذلك؟ Oui, c'est vrai, quand j'ai vu les photos, la première impression que j'ai eue, c'est j'ai pensé au Cambodge, à Pol Pot et le camp S-21, où des opposants du régime Khmer Rouge étaient torturés à mort, et puis leurs photos étaient prises avant le décès. Hein. C'était des photos différentes, pas forcément des photos de cadavres. Mais ça m'a sauté aux yeux. Pourquoi ça m'a sauté aux yeux ? Parce que je pense aussi que c'est important, on est journaliste, on n'est que journaliste, on n'est pas historien, on n'est pas... Mais ce qui se passe en Syrie, c'est tellement inimaginable, il n'y a pas forcément de mots. Moi, je n'ai pas toujours des mots pour dire ce qui se passe. Donc en fait, j'ai besoin de retourner dans l'histoire pour essayer de comprendre. Et je suis obligée de faire des comparaisons pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, même si je sais que de retourner dans l'histoire c'est pas la même chose, c'est différent. Il faudra trouver un mot pour ce qui se passe en Syrie.
Parce que les photos de César aussi, elles sont terribles à regarder, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de gens ne peuvent pas les regarder. Alors parfois on a envie de dire aux gens, regardez les photos, mais pensez aux gens qui sont sur les photos. Ne voyez pas le sang, essayez de ne pas voir les traces de torture, mais essayez de penser aux gens, à ce qu'ils pouvaient être avant, parce que ce sont des êtres humains, parce que sur les photos, ce ne sont plus des êtres humains quelque part. Il faut essayer d'aller au-delà de notre propre sidération pour redonner une humanité à ces gens-là. Et c'est vrai que je pense que le dossier César est très important pour la Syrie et pour la justice. Et d'ailleurs, il est au cœur de beaucoup de plaintes aujourd'hui en Europe. Le procureur allemand, la procureure française se sont beaucoup basés sur le dossier César pour faire leur travail. طيب إذا سمحتي أنت صنعتِ فيلما وثائقيا أيضا بعنوان شهود الإثبات، هو بالفرنسي، لكن الجزيرة عرضت نسخة مترجمة في العربي. هو عن نفس موضوع أيضا قيصر؟ Oui, ce film, en fait, Témoin à charge, en fait, a voulu raconter la façon dont les Syriens, dès le début de la Révolution, ont voulu collecter des preuves, ont voulu documenter. Parce qu'en fait, avant la Révolution, les Syriens, c'est comme s'ils ne possédaient pas leur propre histoire, puisque c'est le régime qui disait l'histoire, en fait. C'est le régime qui écrivait l'histoire des Syriens, et l'histoire que lui voulait raconter. À partir de 2011, quand il y a eu la Révolution, les Syriens ont dit « on va écrire notre propre histoire, on va documenter ce qui se passe, on va montrer les manifestations », avec bien sûr en tête le massacre de Hama en 82, où on n'a pas d'image. Il n'y a rien, il y a eu 15 000, 20 000, 30 000 morts par le régime. Il n'y a pas de documentation, il n'y a pas d'image. Donc au début de la Révolution, les Syriens ont dit, cette fois-ci, on va montrer au monde ce qu'on fait. On va montrer à nous et on va montrer au monde. Et on va montrer au monde et aux gens qui habitent dans une autre ville. Je ne sais pas, quand il y avait les manifestations à Daraa, de mettre sur Facebook ou sur Internet les photos, ça permettait aux gens à Damas, à Deir ez-Zor, à Hama, de voir ce qui se passait à Daraa. Et le film a voulu raconter ça. Comment les Syriens ont décidé de se réapproprier leur propre histoire et de documenter les crimes. Et parmi les gens qui documentent les crimes, il y a évidemment César. Alors c'est Sami qui parle dans le film, ce n'est pas César, mais Sami est dans le film, donc le meilleur ami de César, qui a collecté ses preuves avec César. Il y a quelqu'un qui a collecté des preuves sur l'attaque chimique de Salah Keb. Un institut qui était basé à Gaziantep qui a collecté des preuves sur les attaques russes à Alep. Voilà, donc il y a quelqu'un qui collectait des preuves sur les crimes de Daesh à Raqqa. Voilà, donc le film raconte l'histoire de ces Syriens qui se sont formés, qui ont appris à bien documenter les preuves de crimes contre les civils. على مدى 5 سنوات كانوا يجمعون الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين. من دونها يمكن للآثار أن تختفي. لذا صوروا وجمعوا الأدلة والتقطوا الصور وكتبوا الملاحظات على آلاف الوثائق التي احتفظوا بها. اتصل بي سيزار، كان يبدو القلق والتوتر عليه. قال لي تصلني جثث أقوم بتصويرها، لكنها ليست مثل ما اعتدنا أن نفعل. هذه الجثث عليها آثار تعذيب، عليها تشوهات. هناك فيلم قادم آخر. Oui, je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais ça reste sur la Syrie et la justice. Oui, je travaille un film depuis longtemps, ça va durer longtemps. Voilà, c'est un peu... Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et je le fais avec Stéphane Malter, un collègue réalisateur. إن شاء الله قريبا نشاهد هذا الفيلم ويكون أيضا يعني شاهدا على همجية هذا النظام، الهمجية اليومية التي تحدثت عنها. أيضا أود أن أسألك سؤال أخير إذا سمحتي. يعني أنا عندما قرأت سيرتك الشخصية وجدت أنك تعلمت اللغة العربية في مصر وأقمت 7 سنوات، فتوقعت أنه يعني اهتمامك يكون الثورة المصرية، فلم أجد هذا الاهتمام، وجدته في الثورة السورية. Alors d'abord, j'ai un peu honte de dire que je suis restée si longtemps en Égypte parce que mon niveau d'arabe n'est pas parfait, donc je me débrouille, mais après toutes ces années en Égypte, j'ai un peu honte de parler aussi mal arabe. Mais pourquoi la Syrie? Je ne sais pas, il y a quelque chose dans mon cœur sur la Syrie. C'est compliqué de savoir pourquoi. Je ne sais pas. Vous savez,
en France, on parle de la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust, c'est un petit gâteau. Proust est un grand écrivain français. Et quand on dit ma Madeleine de Proust, on parle de quelque chose qui nous tient à cœur de l'enfance. Moi, j'ai 2 Madeleines de Proust. Il y en a une, c'est les crèmes à la vanille que me faisait ma grand-mère. Et j'adore la vanille. Et ma deuxième Madeleine de Proust, c'est du riz avec des petits pois et du yaourt syrien que je mangeais à Damas en 1988 quand j'étais dans une famille avec laquelle mon père était ami. Et en fait, ce sont mes 2 Madeleines de Proust, ce sont mes 2 souvenirs, les 2 parties de moi. À la fois cette crème à la vanille de ma grand-mère et ce plat, je ne sais même pas comment ça s'appelait, où on mangeait le riz, le petit pois mélangé et le laban. Voilà. Et c'est vraiment 2 choses qui me constituent. Ouais. Mais pourquoi c'est comme ça. C'est la Syrie. بس. لكن أنت تفهمين العربية. أنا بفهم ولكن أنا بتكلم شوية بس مش كتير. أنا بفهم أنا بتكلم ولكن لما أنا عايزة بتكلم بالتفاصيل يعني إزاي أنا إيه في قلبي مثلا أو صعب شوية ما عنديش كل الكلمات يعني وطبعا ممكن أنا بتكلم ممكن أنا بعمل لقاء مع الشخص ولكن لو نتكلم ساعة ساعتين 3 ساعات مثلا مع المعتقلين لازم مترجمة أحسن يعني علشان الكلمة مهمة صحيح ده كلمة مش كلمة تانية وصعب لكن أنا بموت اللغة السورية واللغة العربية. هل تخططين لزيارة قريبة إلى سوريا؟ صعب وين ممكن أروح؟ طبعا مش ممكن أروح المنطقة النظامية يعني مستحيل. شمال صعب شوية ممكن أروح إلى منطقة كردي ولكن الفيلم أنا بعمل دلوقتي مش محتاجة أروح هناك وإدلب صعب شوية وأنا دلوقتي أنا في كتاب تاني والفيلم ده مهم ومش محتاجة أروح هناك. طبعا أنا عايزة أروح سوريا. كتاب عن ماذا؟ أيضا عن سوريا؟ عن سوريا. الكتاب أنا بفكر كتاب تاني عن سوريا. أيوة. بدأتي به أم ما زال في طور الفكرة؟ J'avais commencé à écrire quelque chose, j'avais commencé un travail mais qui a dû s'arrêter et j'essaie de réfléchir à comment faire. Mais je veux travailler sur la torture, sur les conséquences de la torture. Je veux travailler sur ça, ouais, sur les réfugiés, parce que je pense que ce que fait le régime, les tortures, la torture, je pense qu'il y a un lien entre les destructions des quartiers, des bâtiments et la torture. Je pense qu'il y a un lien entre abîmer les villes et abîmer les gens. Et que la torture, une fois que vous avez quitté les centres de détention, si vous n'êtes pas mort, parce que la majorité du temps vous mourrez, mais si vous n'êtes pas mort, quand vous sortez, vous êtes détruit. Et je pense que vous n'êtes plus, alors c'est un mot compliqué à traduire, que des fragments, que des morceaux en fait. Et que la torture, elle continue à vous torturer bien après, bien longtemps après. Et c'est quelque chose sur lequel je voudrais écrire. Et que donc la façon dont le régime détruit les villes, il détruit les hommes et il détruit la société. Et ce qu'il fait aux détenus dans les centres de détention, la torture, parce que la torture, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas faite pour vous faire parler, mais elle est faite pour vous faire taire. Elle est faite pour vous obliger à rester silencieux. Parce qu'une fois que vous êtes torturé, c'est très compliqué ensuite de parler. Vous pouvez dire un peu, mais vous dites Khalil, vous ne pouvez pas. Et c'est là-dessus que je voudrais écrire. Comment, en fait, on le voit aujourd'hui, les gens qui sortent de prison, beaucoup ne sont plus que des morceaux de pièces. Avant de rentrer en prison, vous êtes vertical. Vous êtes debout. Quand vous sortez de prison, c'est comme si vous étiez horizontal. Vous avez la mémoire avant la prison, vous avez la mémoire de la prison, et vous avez la mémoire après. Et c'est comme si ces mémoires ne pouvaient pas se mettre ensemble. Et c'est comme si vous n'étiez plus que des morceaux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée quand j'ai parlé avec des survivants. Et c'est ce que le régime fait avec la société. Il détruit les immeubles, il détruit les quartiers, et il oblige les familles à devenir des pièces. Il y a un morceau, il y a une personne là,
Le père est là, la mère est là, l'enfant est là. Et c'est la même chose avec les détenus. Il y a une sorte de... le régime veut que la société devienne des fragments, des morceaux, et que la société syrienne ne soit plus ensemble. Et c'est ce qu'il est en train de réussir de faire, et c'est pour ça que c'est terrible. Et aujourd'hui, les familles syriennes sont éparpillées partout, et la société syrienne est éparpillée. Et voilà, je ne sais pas comment raconter ça, je ne sais pas, mais je voudrais travailler là-dessus. Mais comment encore, je ne sais pas. J'y arriverai, mais je ne sais pas quand. إن شاء الله. نقطة أخيرة أود أن أختم هذا البرنامج به. نحن اخترنا خلفية تشبه الصورة التي وضعتها، فوكس على النسخة الفرنسية من الكتاب. نريد توقيعك عليها إذا سمحتي لتبقى في تلفزيون سوريا. النسخة إنجليزية مش فرنسوية. النسخة الفرنسية كانت مختلفة أيضا؟ مختلف. أوكي. طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كثير. شكرا لهذا الصوت الذي يحمل ضمير العالم وضمير الصحافة الحرة بالتركيز على القضية السورية وعلى معاناة الشعب السوري أمام همجية نظام الأسد. شكرا لك. Merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de me sentir à l'aise avec vous. C'est pas souvent qu'un journaliste arrive à le faire. Merci beaucoup. شكرا. شكرا. كل الشكر لكم أعزائي المشاهدين. أستودعكم الله إلى اللقاء. Ce n'est jamais facile pour moi de parler de mon métier, de parler de ce que je ressens. Et c'est toujours très difficile de le faire devant une caméra. Et là, pour la première fois devant une caméra, je me suis sentie bien. Anas a réussi à me mettre à l'aise d'une manière très naturelle. Et j'ai pu revenir un peu sur mon travail par rapport au dossier de César. Comment je l'avais rencontré, pourquoi je le cherchais. J'ai pu aussi réfléchir à l'impact de ces photos sur le monde entier, sur les simples gens, sur les politiques. Mais voilà, on a posé les idées et on a pu se parler comme ça pendant une petite heure de manière très simple. Et j'étais ravie de le faire avec Anas aujourd'hui.